Quelle est la nature chimique des protéines? On a dit précédemment que ces catalyseurs sont biologiques, donc ces enzymes sont biocatalyseurs, et on leur a rajouté biologique, c'est parce que leur caractère chimique était organique, et on a précisé que la plupart de nos enzymes sont des protéines, à l'exception de certains ARN, qui sont aussi doués d'une activité enzymatique, on les a appelés ribosines. Donc, en réalité, nos enzymes sont des protéines, mais la question à poser, c'est comment on a pu déduire que ces enzymes-là, ce sont des protéines. Si on vient de dire que ces enzymes-là sont des protéines, donc on peut dire que ces enzymes vont acquérir toutes les propriétés de ces protéines-là. Sauf l'exception, sauf que ces enzymes-là, elles auront une autre activité en plus, qui est l'activité catalytique, qui va accélérer une réaction biochimique. Pour cela, Dickson et Webb, dans leur livre, ont bien défini l'enzyme comme une protéine ayant une propriété catalytique du fait de son pouvoir d'activation spécifique. C'est-à-dire, elle va être vraiment activée pour faire quoi? Pour faire une catalyse enzymatique. Donc, une enzyme, c'est une protéine douée d'une activité catalytique. Mais la question qui se pose, comment on a pu déterminer que ces enzymes-là sont des protéines? La première des choses, c'est qu'en analysant la composition élémentaire de ces enzymes-là, on a trouvé presque les mêmes proportions en carbone, en hydrogène, en azote et en soufre que celles trouvées dans les protéines. Rappelez-vous, dans votre cours de protéines, c'est qu'il y a un élément qui est important, qui est le séquençage des protéines. Donc, on fait un séquençage pour trouver leur structure et leur ajustement en 3 dimensions. Donc, avant de commencer le séquençage, on commence toujours à établir la composition en détail de cette protéine. En comparant la composition de ces protéines avec celle des enzymes, on a trouvé la même chose. On a trouvé la même teneur en azote et même teneur en soufre. Par contre, on a trouvé aussi d'autres choses. On a trouvé aussi des petites quantités en ions métalliques, à savoir le cuivre, le magnésium et le zinc. Ça, c'était le premier élément qui nous a guidés pour dire que les protéines sont des enzymes. Le deuxième élément, c'était quoi? C'était l'hydrolyse. Et là, l'action de certains enzymes et certains produits chimiques était exactement le même action que celui fait sur les protéines. Du coup, donc, on commence à dire que ces enzymes-là ont presque les mêmes sites que c'est des protéines. Le troisième élément était très important, c'était la nature amphotère de ces enzymes-là, qui nous rappelait la même nature amphotère de ces protéines. Et rappelez-vous de la notion du pHI, et on a déduit même pour certains enzymes au début leur pHI. Le quatrième élément, c'était quoi? C'était la dénaturation. Et la dénaturation, c'est quoi? Une dénaturation, c'est que l'enzyme ou la protéine va perdre sa structure tridimensionnelle. Donc, on va garder toujours la structure primaire, mais c'est la structure tridimensionnelle qui va complètement être détruite. Donc, pour cela, quand on a mis les mécanismes de dénaturation pour les protéines, on a remarqué qu'il y a aussi une dénaturation pour les enzymes. Et ça nous rapproche de plus en plus vers de la nature protéique. C'est-à-dire, si on regroupe tous ces 4 éléments, donc on peut dire que les enzymes sont des protéines. Et on a laissé aussi le dernier élément important, c'était la formation d'anticorps. Et là, c'était, on injectait, quand on isolait des enzymes purifiées, on les injectait dans un corps d'animal, et bien l'animal, il commence à faire quoi? À produire des anticorps anti ces protéines spécifiques, et on les appelle des anticorps anti une partie spécifique de protéines appelée épitope. Et en voyant ces 5 éléments, ça nous a poussé à dire que les enzymes, sont des protéines. S'agit-il uniquement que des protéines? En effet, certaines enzymes existent sous forme de protéines. Par contre, il y a beaucoup d'enzymes qui existent sous forme d'hétéroprotéines. Hétéroprotéines, c'est-à-dire, ils auront une partie protéique et une partie
non protéique. Alors, la plupart des enzymes qui sont sous forme d'hétéroprotéines ont une partie non protéique qu'on va l'appeler groupement prostétique et la partie protéique on va l'appeler apoenzyme. Et l'association entre la partie protéique qui est l'apoenzyme et le groupement prostétique donnera naissance à une holoenzyme. Une holoenzyme, c'est l'équivalent d'une hétéroprotéine. Donc, il faut pas confondre entre une holoenzyme et une holoprotéine. Une holoenzyme, c'est-à-dire c'est une association entre apoenzyme et groupement prostétique. C'est-à-dire une holoenzyme égalera hétéroprotéine. La question qu'il faut poser maintenant, c'est que ces deux parties, comment elles vont s'associer pour former cette holoenzyme. En effet, quand la partie protéique qui est l'apoenzyme se lie à la partie non protéique d'une manière covalente, là la partie non protéique, je vais l'appeler groupement prostétique. Quelle que soit la nature chimique, que ce soit minérale ou organique, s'il se lie d'une manière covalente à la protéine, à la partie protéique, là je vais l'appeler groupement prostétique. Et ce groupement prostétique, il est là, il fait partie de l'identité de la protéine et il va assurer une fonction dans cette protéine. Donc, s'il y aura disparition de ce groupement prostétique, il y aura disparition de l'activité et de la structure de la protéine. Donc, si on vient de vous dire que il se lie d'une manière covalente, en effet, il va s'associer à la protéine. Quand on commence à synthétiser cette protéine par le phénomène de transcription-traduction, là, on commence à incorporer cette partie protéique parce que ça va se lier d'une manière covalente. Et s'il y a destruction de cette partie non protéique, il y aura destruction de la molécule complète. Donc, s'il y a liaison entre l'apoenzyme et le groupement non protéique d'une manière covalente, je vais appeler ça groupement prostétique. Maintenant, c'est le deuxième cas, quand l'association entre la partie protéique et la partie non protéique se fait d'une manière très faible, c'est-à-dire très lâche, par des liaisons, soit hydrogènes, soit des liaisons ioniques. L'essentiel sont des liaisons faibles, non covalentes. Et là, quand l'association entre cette partie protéique et cette partie non protéique se fait d'une manière faible, je vais plus appeler la partie non protéique groupement prostétique, mais ça sera une autre nomination. Cette nomination sera basée selon la nature de votre partie non protéique. Si cette partie non protéique est une partie minérale, là je vais appeler ça un cofacteur. Un cofacteur, c'est quoi? Ce cofacteur, c'est quoi? C'est que c'est un oligoélément la plupart du temps, c'est un minéral qui va s'associer d'une manière très faible à cette partie protéique. Ils vont l'aider à faire la catalyse enzymatique. Et quand la catalyse enzymatique se termine, il y aura une dissociation entre cette protéine et ce cofacteur. Et l'association cofacteur avec l'apoenzyme, j'appelle ça une métalloenzyme. C'est-à-dire il y a un métal qui est incorporé d'une manière très faible avec la partie protéique. Maintenant, si cette partie non protéique, elle est de nature organique et elle s'associe d'une manière faible, là je vais appeler ça un coenzyme. Un coenzyme, la plupart du temps, c'est des dérivés de vitamines qui vont s'associer d'une manière très faible. Ils vont aussi assurer soit la catalyse enzymatique, soit aider à la catalyse enzymatique, soit à faire une reconnaissance des substrats, soit à stabiliser le complexe enzyme-substrat. Donc leur rôle, si elles vont, que ça soit cofacteur ou coenzyme, vont s'associer à cette partie protéique, donc elles vont aider la partie protéique à assurer leur fonction. Blablabla. Tais-toi.